merci d'être venu ce matin, enfin ce midi, pour échanger avec nous, parce que c'est une conférence, mais on le veut nous plutôt en atelier. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir un peu qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous intéresse. On a plein de choses à dire, en plus on est assez bavarde, surtout moi. Donc ce serait intéressant aussi d'avoir vos questions en direct, c'est plutôt le but du jeu. Nous, on est un OPCO, on s'appelle Atlas. On est un organisme, on accompagne les entreprises pour le recrutement et la formation des salariés. Du coup, toutes les entreprises qui sont dans les secteurs d'activité qu'on voit là, la banque, la finance, l'assurance, le conseil. Dans le conseil, on compte aussi et on tient compte du numérique, qui est un gros secteur de cette branche professionnelle, l'expertise comptable et les commissaires aux comptes. Et aussi l'ingénierie. Qu'est-ce qui caractérise ces entreprises? C'est que ces entreprises recrutent. On dit qu'elles ont des métiers en tension. Ça veut dire quoi un métier en tension? C'est un métier pour lequel il y a plus d'offres d'emploi que de candidats pour ces emplois. Donc il y en a plein, il y en a dans la sécurité, la petite enfance, la santé, ça on l'entend toute la journée, mais on a aussi des métiers en tension dans ces secteurs d'activité, et c'est justement la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, pour être le porte-parole de ces secteurs d'activité. Alors désolée pour les photos, c'était un petit peu rapide, désolée Sophie, tu n'étais pas prévenue. Moi je suis Agnès. Je ne vais pas vous raconter mon histoire, mais je vous ai noté ce que je faisais dans la vie. Je suis déléguée régionale, ça veut dire que je suis responsable d'une équipe de consultants qui vont auprès des entreprises pour les aider dans leur politique de recrutement et de formation des salariés. Et pourquoi c'est intéressant de savoir que je fais ça? C'est que moi, ma formation initiale, c'est la géographie et l'aménagement du territoire. Et il y a quelques années, un peu plus d'une dizaine d'années, j'étais comme vous. J'étais dans le sud de la France et j'étais dans le tourisme. Et je montais des programmes touristiques pour des clients étrangers qui venaient visiter le sud, hein, avec des dégustations d'huile d'olive, avec des visites de Monaco, de Lourdes, etc. Et puis je suis venue à Paris et je me suis dit, moi, j'aimerais bien changer de secteur d'activité. Et pourquoi je veux changer de secteur d'activité? Parce que je suis quelqu'un de curieux. Et je me suis dit, la formation professionnelle, c'est un secteur qui est intéressant. Et donc je me suis reconvertie et je n'avais pas de diplôme ni de formation, mais mes employeurs ont estimé que j'avais une expérience dans le tourisme qui me donnait des compétences, et ces compétences m'ont permis de faire mon petit chemin dans la formation professionnelle. Donc voilà, c'était un petit peu pour illustrer que ces chemins-là existent, et que souvent on se met soi-même des freins, et qu'il est intéressant de les casser. Alors moi, je suis Sophie Mektoub. Alors moi, j'ai un parcours un peu différent puisque j'ai une formation en psychologie et en orientation professionnelle. J'ai ensuite travaillé dans le secteur du conseil où j'ai accompagné en fait les personnes sur la construction de leurs projets professionnels et notamment de reconversion. Ensuite, donc j'ai travaillé à l'OPCO-Atlas depuis plusieurs années. Là, j'accompagne donc les entreprises dans leurs projets de formation et d'emploi. Et par rapport à ces deux types d'accompagnement individuel et entreprise, on pourrait s'imaginer que c'est un accompagnement très différent, mais l'objectif visé, c'est quand même le développement et l'évolution des compétences des personnes par le biais de la formation. Voilà. Donc c'était la petite intro pour vous dire que voilà, nous comme vous peut-être demain, on a aussi un parcours qui nous amenait de droite et de gauche en fonction des rencontres, des envies qu'on avait. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les personnes que vous êtes? Donc ces deux jeunes hommes ont déjà donné un peu leur pédigré et pourquoi ils sont là. Merci d'avoir participé. Est-ce que certains d'entre vous sont en recherche de nouvel avenir professionnel et de reconversion? Oui, monsieur? Plutôt dans quel domaine? Vous avez une idée ou... D'accord. Donc plutôt la comptabilité a priori. D'accord. Monsieur? Moi, j'étais 15 ans commercial. Ouais. Dans un domaine qui n'a rien à voir, dans le domaine de l'auto-moto. Et actuellement, je recherche à changer complètement. Je n'ai pas de secteur défini pour le moment, donc c'était par curiosité que je voulais voir aussi quels étaient les marchés porteurs. D'accord, mais plutôt un métier de commercial? Pas forcément. Non. Pourtant, vous êtes une compétence rare. Et ces secteurs les recherchent, on va voir sur les slides. D'autres personnes sont en réflexion? Monsieur? Oui, moi je suis vendeur en horlogerie à la Samaritaine et j'ai envie de changer. Et là, en fait, je suis en train de rechercher une école donc, en finance. Et donc je suis à cette étape et trouver la bonne formation. D'accord. Donc plus un secteur d'activité différent et même un métier différent pour vous? D'accord.
D'autres personnes ont un projet qui est un peu plus abouti, ou est-ce que certains sont en train de se dire... Oui, monsieur ? Oui. J'ai commencé ma carrière en banque de financement et 10 ans après ça, j'ai voulu rentrer dans le monde de l'entreprise. Ça a été une certaine difficulté de sortir de s'enlever cette étiquette de banquier, entre guillemets. Et là, à 7 ans dans le monde de l'entreprise, je cherche justement à réintégrer le secteur bancaire. Voilà. Mais j'ai du mal à identifier un petit peu les métiers justement sur lesquels il y a une asymétrie entre. D'accord. Merci. Alors d'autres sont peut-être en emploi actuellement. Et oui, monsieur ? Je suis consultant qualité dans le système du management. D'accord. J'ai une petite attirance par rapport à la cybersécurité, mais j'ai manque de technique. D'accord. Donc, je me demande si c'est possible. Ok, très bien. Voilà, il y a peut-être des personnes qui sont, donc vous, monsieur, en formation, d'autres qui sont déjà en emploi, d'autres qui ont déjà un projet un peu plus abouti, et d'autres qui sont en recherche à se dire, je donnerais bien peut-être un élan, des choses ont changé dans ma vie, je vois les choses différemment, et ça tombe bien, ces métiers-là recrutent. Ce qu'on évoquait au démarrage, c'est que votre expérience, elle compte. Ça paraît être un lieu commun, mais hier, pour avoir discuté avec certaines personnes auprès de l'organisme de formation dans l'expertise comptable, ils me disaient « oui, mais moi, je ne sais pas faire ça, je n'ai pas la technique ». Un petit peu comme vous, je n'ai pas la technique. En fait, la technique, c'est le savoir-faire. Et ça, le savoir-faire, les entreprises, elles le donnent aux salariés. Si moi, dans mon travail, demain, je n'ai pas les compétences de savoir-faire pour faire une tâche, alors mon entreprise, elle a une responsabilité et elle va me former, moi, en tant que salarié. Donc aujourd'hui, ce qui est recherché dans les entreprises, c'est plutôt ce qu'on appelle le savoir-être. Donc toutes les expériences que vous avez pu avoir, elles sont riches. On appelle ça des compétences transversales ou transférables. Quelques exemples, la capacité d'adaptation, résoudre des problèmes, travailler en équipe, apprendre à apprendre, comprendre des écrits, etc. etc. D'ailleurs, il n'y a pas que les expériences professionnelles qui permettent d'acquérir des compétences. Si demain vous êtes, je ne sais pas, adhérent à un club de hand de votre fils et que vous amenez le groupe de 10 ans faire un match, vous allez les motiver, ce sont aussi ces compétences-là qui sont intéressantes pour les entreprises. Donc toutes vos expériences et le fait qu'on avance dans l'âge, c'est quand même un gage d'acquisition de savoir-être qui est recherché aujourd'hui par les entreprises. Sophie, si tu veux compléter, n'hésite pas. Hein. Non, c'est très bien là sur les... Un petit exemple, ce sont des données qu'on a trouvées auprès de Data Emploi, c'est le site de Pôle Emploi, ils ont un système de data, donc là aussi la data c'est essentiel, qui permet en temps réel d'avoir une idée. Là j'ai pris le top 5 des compétences les plus recherchées par les entreprises, c'est des données 2022, et ce sont des données Île-de-France. On voit bien, les recruteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent des personnes qui soient en capacité de gérer des situations interpersonnelles, des personnes qui soient en capacité de développer la relation client, des personnes qui soient en capacité de piloter un projet, ou encore des personnes qui puissent être à l'aise avec des tâches comptables. Et de l'autre côté, on a des demandeurs d'emploi, toujours dans cette même étude, qui disent, voilà, moi je sais en numéro 1 utiliser les technologies de l'information, en 2, la gestion interpersonnelle. En 3, le nettoyage. Bon, là, on est un petit peu en dehors de nos sujets, mais en tout cas, c'est une réalité. En 4, l'organisation et le pilotage d'un projet. Et en 5, le management d'équipe. Là, on ne parle pas de métier. On ne parle même pas de secteur d'activité. On parle de compétences transverses. Si on poursuit sur cette étude-là, le top 4 des métiers les plus recherchés en Île-de-France en 2022, la comptabilité. Il y avait 122 620 offres dans la comptabilité en Île-de-France en 2022, selon la source de Pôle emploi, contre 13 170 personnes qui étaient en capacité de rejoindre ces secteurs. L'assistance auprès d'enfants, on n'en parle pas aujourd'hui parce que nous, on n'est pas du tout dans ces secteurs, je ne suis pas la spécialiste, même si j'ai des enfants. L'étude et le développement informatique, 77 000 offres et 15 000 demandeurs d'emploi qui pourraient y parvenir. Et l'assistanat commercial en 4e. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on sait un petit peu que ces secteurs recrutent et que vous avez des compétences pour les rejoindre, comment on peut y parvenir? Sophie, est-ce que tu peux
Par où commencer? Ça, c'est une grande question en fonction de vos situations. Je commencerai peut-être au départ par vous indiquer que d'après mon expérience et des études, donc on part du constat que les transitions ne sont plus linéaires, hein, qu'on part du principe qu'il est rare maintenant que les personnes exercent un seul métier dans une seule entreprise. Je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs parmi vous qui se retrouvent dans cette situation. Est-ce que vous avez été amené à changer de métier au cours de votre parcours? Oui. Oui. Et sinon, pour le reste, vous êtes resté sur le même métier, dans la même entreprise? Plutôt. Bon, ça veut dire que les études sont conformes. Ce qui est important, c'est justement de se dire que du coup, toutes les personnes, on va être amenées à être confrontées à des mobilités. Des mobilités qui vont être choisies ou parfois subies. Et donc, il est important de prendre en compte effectivement cette donnée-là, puisqu'il va être important pour les personnes d'être acteurs en fait, de leur parcours. Et la gestion, en fait, la gestion de carrière va être une priorité pour chacun d'entre nous. Donc, par où commencer? Transition, reconversion, ça vous fait penser à quoi? Mobilité, par exemple. Ces trois termes-là, ça vous fait penser à quoi? Moi-même, je ne sais pas quoi répondre. Moi, je dirais le changement, en fait, c'est ça. C'est le changement. Et pour mieux appréhender le changement, il est important de mieux appréhender la connaissance de soi, dans un premier temps. Ce qui va être important, c'est donc de définir déjà ses priorités. C'est ce qu'on a mis en premier, puisqu'effectivement, il va être important à un moment donné de faire un état des lieux de son parcours, d'identifier effectivement ce qu'on n'aimerait pas retrouver dans le prochain métier qu'on souhaiterait exercer, et voilà, de définir des priorités. Ça va être très important. Ensuite, la deuxième étape importante, ça va être d'identifier les compétences, c'est-à-dire les compétences que vous avez acquises au cours de votre parcours. Parce que, comme le disait Agnès, effectivement, il y a des compétences que vous avez développées qui vont pouvoir être transférables sur d'autres métiers, qui vont vous permettre d'accéder à d'autres métiers. Comme c'était le cas notamment par l'illustration du parcours d'Agnès, où elle vous expliquait qu'elle était passée d'une formation à d'autres métiers qui n'étaient pas forcément en lien. Donc c'est important de faire ce travail-là, au départ, pour que vous en ayez bien conscience. Donc ça va faire partie un peu de la connaissance de soi. Et ça, c'est important, effectivement, de faire ce travail. Ensuite, on a tout ce qui correspond à la connaissance de l'environnement. L'environnement, qu'est-ce qu'on appelle l'environnement? Ça va être la connaissance des métiers, dans un premier temps, que vous allez pouvoir ensuite rattacher, en fait, au marché de l'emploi. Voir, effectivement, quels sont les métiers qui recrutent et sur lesquels vous aimeriez vous positionner. Ensuite, on a quand même une étape un peu d'immersion pour confronter un petit peu vos attendus, c'est-à-dire vos attentes par rapport au métier que vous avez ciblé et ce qui se passe en réalité. Voilà, grosso modo, la manière dont vous pourriez commencer à travailler votre projet pour identifier effectivement un projet construit. Oui, c'est vrai, merci Sophie. C'est vrai que définir ses priorités, ça paraît essentiel, courant, commun, mais c'est essentiel. Pourquoi vous voulez changer de voie? On a eu des exemples un peu plus tôt, mais est-ce que vous fuyez un environnement qui ne vous convient pas? Est-ce que c'est le secteur? Est-ce que vous voulez vous challenger? Est-ce que vous voulez mettre à profit un rêve que vous aviez depuis des années? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez changer? De manière à ne pas changer alors on peut changer aussi pour gagner plus et s'appuyer sur des secteurs d'activité qui sont porteurs. On peut changer parce que les entreprises dans lesquelles elles sont ne se retrouvent pas dans les valeurs qu'elles défendent. On peut changer pour contribuer à la transition écologique parce que on est habité par ce sujet-là et on pense qu'on a des choses à partager. Définir et identifier la raison pour laquelle on change, c'est essentiel. C'est un très mauvais exemple, puisque moi, je ne me suis même pas réfléchi pourquoi je voulais changer. Je voulais juste changer parce que je trouvais ça sympa d'aller vers autre chose. Donc, toutes les raisons sont bonnes, encore faut-il qu'on les ait définies au démarrage. Alors, dans les métiers, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on a fait quelques slides à partir de données qui sont des données qui sont celles de l'APEC, de Pôle emploi et de tous les job boards. Avec une super intelligence artificielle, on a concaténé toutes les demandes de 2022 et ces demandes, on a enlevé les doublons
Et voilà ce qu'on obtient en Île-de-France dans les métiers, on va dire, de la banque de la finance. Donc de la banque de la finance, on a les sociétés financières, les banques de détail, les banques mutualisées, les marchés financiers. Dans la banque, il y a plusieurs secteurs d'activité qui s'appellent même des branches professionnelles. Ce sont des représentants de chacune des activités qui définissent, qui saucissonnent, on va dire, les activités. Quand on est dans un marché financier ou une société financière, ce n'est pas la même chose que d'être dans une banque de détail. Mais si, au global, on reprend les données de ces job boards de l'APEC et de Pôle emploi, en 2022 en Île-de-France, 40 000 offres d'emploi. Et quand on regarde dans le détail quels sont les métiers, on trouve des chargés de clientèle. Donc là, on est plutôt sur des métiers de commerciaux. On n'est pas sur des métiers de banquiers ni de financiers. Des conseillers commerciaux, des chefs de projet. Donc, ça illustre bien que ces métiers-là recherchent des personnes qui ont le cœur de métier, la technicité dans la banque et dans la finance. Mais aujourd'hui, ils recherchent d'abord des personnes qui ont des compétences transverses. On peut être chef de projet dans la banque, mais on va le voir, on peut être chef de projet dans le numérique, on peut être chef de projet dans l'assurance. Aujourd'hui, c'est le top 5 des métiers qui sont recherchés dans ce secteur d'activité et les compétences associées. Gestion des processus comptables, bien sûr, dans la banque, mais aussi animation de projet, développer son autonomie. Ça, ce sont des compétences qui collent justement à des personnes qui sont en reconversion ou qui ont déjà une première partie de carrière qui leur permet de valoriser ce type de compétences. Dans l'assurance, on est un petit peu en dessous, 25 000 emplois en 2022, si on tient compte donc de l'ensemble des offres d'emploi en Île-de-France. Dans l'assurance, c'est pareil, on a des assurances, des grandes assurances, des petites assurances, des agents généraux d'assurance qui sont plutôt des petites structures d'une dizaine de personnes, des grosses assurances qui comptent des milliers de salariés. Si on mélange un petit peu tous les besoins d'emploi dans ce secteur, on arrive à 25 000 emplois, plus 15% par an. Avec là aussi des métiers, le top 5, c'est le chargé de clientèle, le chargé de marketing, y compris dans ces secteurs, et plutôt adapté aux personnes que vous êtes, parce que vous pouvez aussi avoir des compétences en animation de projet, en gestion de contrats, etc., etc. Le conseil, 50 000 emplois en France. Un consultant, c'est quoi? C'est un conseiller, c'est quelqu'un qui va aller conseiller les entreprises pour définir sa stratégie, pour accompagner au changement. Je ne sais pas, vous, dans quel... En stratégie, voilà, stratégie d'entreprise. J'ai un nouveau marché, comment je mets en œuvre un plan d'action pour aller vers de nouvelles clientèles, comment j'accompagne le changement des équipes, etc. Le conseil aux entreprises fait un boom, évidemment, puisque dans les activités que l'on rencontre aujourd'hui depuis la crise sanitaire, le numérique a tellement intégré l'ensemble des processus et l'automatisation a été tellement forte qu'aujourd'hui, les entreprises cherchent surtout de la valeur ajoutée, et la valeur ajoutée, c'est l'humain, et l'humain, c'est la relation client et le conseil. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup plus de métiers dans la relation client que par le passé, puisque tout ce qui est automatisable, remplir des tableaux Excel, passer des fiches compta, ça n'existe plus, tout est automatisé, on n'a plus besoin de ces métiers-là, et tant mieux, ça permet justement de travailler sur d'autres tâches. L'ingénierie, donc là, les ingénieurs, de plus en plus. Avec la transition écologique, on a un fort impact sur les métiers de l'ingénierie. Quand on construit un pont aujourd'hui, c'est différent que d'il y a 10 ans. On doit faire non seulement une étude de sol pour s'assurer que le pont va tenir, mais aussi voir si cette construction a un impact sur la faune et la flore, comment le cours d'eau et la nappe phréatique peut être touchés par ces sujets-là. Et du coup, dans l'ingénierie, on ne cherche pas que des ingénieurs qui construisent des ponts, mais on cherche aussi des personnes qui ont une capacité à avoir une idée sur l'ensemble du système écologique, l'ensemble du système climatique. Ça, ce sont des secteurs qui sont très impactés par la transition écologique. Là encore, le top 5 des métiers. Alors, c'est vraiment sur les études qu'on ressort ce top 5. On est là encore une fois pas dans le cœur de l'activité. On ne cherche pas prioritairement des ingénieurs, même si on en cherche beaucoup, mais on cherche des chefs de projet, des conseillers commerciaux, et puis des métiers qui se rapprochent plus à l'ingénierie, comme les spécialistes méthodes ou l'exploitation de maintenance, avec des compétences, pareil, qui sont plutôt transverses et qui peuvent cadrer avec d'autres secteurs d'activité. Le numérique,
Alors là, c'est le gros boom pour tout le monde. On a tous été confinés, on s'est tous rendu compte que sans le numérique, on avait du mal à être en lien les uns avec les autres. 132 000 offres d'emploi en Île-de-France, moins 19% par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, on passait d'une situation quasiment nulle, mais en tout cas, la progression continue à se faire en termes de nombre de métiers. Le top 5 des métiers, bien sûr des développeurs de solutions digitales, mais aussi des chefs de projet, des commerciaux, et les compétences associées, surtout sur la partie commerciale et accompagnement du changement. Je fais une petite parenthèse pour vous, monsieur, sur la cybersécurité. Évidemment, la cybersécurité, toutes les entreprises en ont besoin, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes. La gestion de la data, c'est le cœur du système. Avec le numérique qui a changé les modes de consommation et les modes d'approche commerciale, ça a une grande importance. Donc les entreprises ont de la data de leurs clients. Il faut les protéger. Ensuite, ils les exploitent. Les data scientists exploitent la data pour aller parler à un segment de clients. On ne prend plus son téléphone, on n'envoie plus des mailings pour tel type de client, mais on utilise la data et des outils numériques pour communiquer directement. La cybersécurité, les écoles de formation se mettent un peu en dynamique. La profession aussi des entreprises du numérique se met aussi en dynamique pour proposer des parcours de formation plutôt niveau bac plus 2 à l'entrée, ou bien proposer aussi des formations en interne à leurs propres salariés de manière à ce qu'ils puissent développer la partie technique. Dans le numérique, on pense que c'est plutôt les jeunes qui vont vers le numérique. Effectivement, les besoins en recrutement sont tellement forts qu'il y a beaucoup de jeunes. Mais les personnes en seconde partie de carrière sont aussi importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont aussi des clients. Uber Eats va vouloir savoir ce que ce jeune homme consomme, mais va vouloir savoir ce que moi je consomme, qui va être forcément différent. Donc avoir dans ces équipes des personnes qui ont d'autres profils, et des profils plus divers, quelle que soit la diversité dont on parle, c'est intéressant, parce que le développement des produits doit être en lien avec la clientèle qui va pouvoir utiliser ces produits. Donc plus on est large, si on recrute toujours de la même manière les mêmes profils, on va développer un produit qui est adapté, toujours au même profil. Excusez-moi de vous cibler, hein. Mais plus on est large et plus on a des profils différents, plus on va pouvoir permettre à l'entreprise d'avoir des façons de consommer qui peuvent être différentes et adaptées à la différente clientèle. Bon, l'événementiel qui fait partie aussi du secteur du conseil. Évidemment, là, on est sur d'autres chiffres. 810 l'année dernière, bon, plus 33% par rapport à l'an dernier. Mais ici, l'organisation de ce salon fait appel à l'événementiel. On a des techniciens, merci messieurs, dames d'être présents pour nous permettre d'avoir ces interactions. Mais il faut qu'on puisse organiser dans l'événementiel des moments hybrides où on va faire du présentiel, on est très heureux de vous voir, et aussi des moments distanciels. Donc c'est un secteur d'activité qui est en pleine mutation, mais qui est moins porteur que ce qu'il n'a été, avec l'appareil des métiers et des compétences qu'on va retrouver, surtout dans la partie commerciale. L'expertise comptable et commissaire aux comptes, vous avez monsieur au premier une école et l'ordre des experts comptables, 16 000 emplois en France. Alors eux, ils cherchent des profils comptables, mais pas que, on le voit ici, hein, des gestionnaires comptables en top 5, des auditeurs, des RH, des chargés de clientèle, des juristes. L'expert comptable, il a une botte secrète, c'est qu'il connaît tous les clients. Toutes les activités ont besoin d'un expert comptable, ne serait-ce que pour faire les comptes. Donc aujourd'hui, il a un panel de clients. Il faisait la partie bilan comptable et l'expert comptable, il s'est dit, mais si je connais tous les clients, alors je peux leur proposer d'autres choses. Donc ils vont beaucoup sur du conseil, puisqu'ils connaissent leurs clients leur font confiance, ils ont une bonne image de marque, et donc ils développent des activités de conseil en stratégie, en investissement, etc. etc. En tout cas, c'est un secteur d'activité qui se féminise. Ça, c'est une bonne chose, tout comme le numérique. C'est un secteur d'activité qui embauche 30% de jeunes en alternance. Donc ça veut dire qu'il reste 70 autres % de métiers et de profils à embaucher, avec des besoins qui restent très forts, dans un environnement où on est quand même dans des activités, tout comme la banque ou l'assurance, très réglementées,
Donc une nécessité d'avoir des experts qui puissent intervenir auprès de leurs clients sur ces sujets-là. Voilà, c'était un petit panorama de ce qu'on retrouve en termes de nombre de demandeurs d'emploi sur les job boards. On va ensuite peut-être échanger sur certains métiers si vous le souhaitez. Mais du coup, Sophie, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a défini ses priorités, une fois qu'on connaît un peu plus les métiers et qu'on a choisi de se lancer dans l'aventure, vers qui on peut se tourner, comment on peut faire ? Alors, comment faire ? Alors, c'est vrai qu'on a opté pour vous parler en premier, si vous voulez, en premier lieu, du conseil en évolution professionnelle et du bilan de compétences. Parce que ce sont deux dispositifs que vous allez pouvoir mobiliser pour travailler votre projet. Hein, donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif d'accompagnement pour toute personne qui souhaite travailler sur sa situation professionnelle et construire son projet. Donc ça peut être intéressant, effectivement, d'être accompagné dans ce sens par un conseiller en évolution professionnelle. Alors souvent, à l'issue de l'accompagnement que vous faites dans ce cadre-là, il peut être préconisé de faire un bilan de compétences pour approfondir davantage le sujet. Parce qu'effectivement, dans le cadre du bilan de compétences, vous allez pouvoir travailler sur l'analyse de vos compétences personnelles et professionnelles, mais aussi sur vos centres d'intérêt, vos motivations, qui vont avoir une importance dans le projet que vous allez mettre en place. Et après, vous allez avoir toute la partie qui va concerner la connaissance des métiers et le ciblage, bien évidemment, de la formation. Mais comme vous le voyez, la recherche de formation vient quand même en dernier lieu. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire tout ce travail en amont pour cibler la formation adéquate. Juste une petite précision, le conseiller en évolution professionnelle, je ne sais pas si certains ont dans le cadre de leur projet. Oui, c'était avec quel organisme ? Vous ne savez plus ? C'est par le biais de l'APEC ou de Pôle emploi ou... Tingari peut-être ? Non ? D'accord. Tingari, ah, Tingari, d'accord. Oui, parce que vous avez plusieurs opérateurs effectivement qui délivrent le conseil en évolution professionnelle en fonction de votre situation. On vous mettra les liens en dernière slide. Ce conseil en évolution professionnelle, il est gratuit. Donc que vous ayez envie de changer, que vous changiez, que vous soyez en réflexion, que vous soyez en formation, vous pouvez le solliciter. Il a pas mal de recul, il est moins la tête dans les freins qu'on peut se mettre. Surtout nous, mesdames, on dit qu'aujourd'hui les femmes se mettent beaucoup plus de freins que les hommes. Quand il y a une annonce d'emploi, les hommes disent « ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire », donc je postule. La femme elle dit « ça je sais pas faire, ça je sais pas faire, ça je sais pas faire », donc je postule pas. Et quel qu'en soit le ratio. Donc avoir un avis extérieur, ça permet aussi d'être dans le vrai ou justement de réagir par rapport à ces éléments-là. C'est gratuit, ouvert aux demandeurs d'emploi, aux salariés indépendants, aux salariés tout court, aux personnes en formation. Ça peut être intéressant d'avoir ce petit zoom. Alors le bilan de compétences, par contre, il est finançable. Enfin, vous pouvez le financer via le compte personnel de formation. Donc ça, c'est possible. Et via aussi les OPCO, dans le cadre du plan de développement des compétences. Donc il y a cette possibilité de pouvoir trouver effectivement les financements pour réaliser un bilan de compétences. Donc c'est intéressant aussi un bilan de compétences. Vous allez approfondir quand même les sujets qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace si vous voulez, dans la construction de votre projet et surtout dans la réalisation et la concrétisation de votre projet professionnel. Parce que vous allez beaucoup travailler sur vos compétences. Parce que souvent, quand on travaille, on n'a pas forcément connaissance de tout ce qu'on sait faire. Donc ça, c'est pas mal de prendre du recul et d'être aidé justement pour prendre vraiment conscience que vous avez développé énormément de compétences et surtout de voir si ces compétences peuvent être transférables sur d'autres métiers et notamment des métiers qui vous intéressent. Donc ça, c'est la première partie qui va être travaillée dans le cadre du bilan de compétences. Et ensuite, vous allez avoir la partie qui va correspondre plutôt à l'environnement, la connaissance des métiers, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis la confrontation avec la réalité du marché, bien évidemment, de vérifier si le métier est en tension, si les entreprises recrutent, et voir aussi si votre profil est en adéquation ou pas. Et là, vous allez voir en fonction de l'écart entre votre profil et ce qui est demandé, s'il y a un besoin de formation. Et là, la personne va vous aider également à rechercher la formation qui va être en adéquation. Donc le bilan de compétences, il est de 24 heures, et vous avez normalement 10 heures de face à face avec le consultant. Si on est salarié dans une entreprise et qu'on souhaite aller vers un autre métier, y compris en interne, il y a des dispositifs de financement de formation professionnelle à la main des entreprises pour amener un collaborateur à faire de la cybersécurité parce que, un, on en demande, deux, on préférerait
ou en tout cas on serait intéressé pour faire monter en compétence un collaborateur. Donc il y a des dispositifs de formation, cœur de métier, si on parle de technique, le savoir-faire, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous n'avez pas le savoir-faire, ça c'est pas grave. C'est le moins difficile aujourd'hui dans les entreprises, puisqu'elles ont la possibilité de vous former. Après, ça nécessite que ça rentre dans le timing des entreprises, qui est de dire, bah, ok, je donne 6 mois à cette personne pour monter en compétence, pour être un petit peu sur les deux métiers et pouvoir embrasser complètement le métier. Je finis ma petite parenthèse. Quand on parle de métier en tension, vous avez vu les chiffres en Ile-de-France, je ne sais pas si ça vous parle, mais on est vraiment en tension. Les entreprises nous disent, moi, je n'arrive pas à recruter. Je ne peux pas développer mes applis parce que je n'arrive pas à recruter. Donc, je prends les jeunes en sortie d'école, très bien, c'est effectivement une grosse source de recrutement. Je prends les jeunes en alternance, ça me fait du pré-recrutement, mais derrière, je n'ai pas assez de profils. Donc, ils ouvrent vraiment au maximum les possibilités pour aller vers des publics vers lesquels, il y a encore quelques années, ils n'allaient pas, parce que vous ne remplissez pas toutes les cases. Les entreprises comprennent que les moutons à 5 pattes n'existent pas, que l'écart entre les compétences que vous avez acquises et les compétences nécessaires pour la tenue du poste, elles existent, et elles disent, ok, moi j'investis du temps à te former, toi le nouvel entrant, parce que sur 5 des compétences, on est ok, mais sur 3, tu es au niveau 2 quand j'attends niveau 4. Et donc moi, l'entreprise, je vais te former pour que tu puisses acquérir ces compétences. Donc même si on postule et on est dans un process de recrutement et qu'on n'a pas coché toutes les cases, c'est pas grave. L'entreprise, 1, elle galère tellement qu'elle elle ouvre ses recrutements, et 2, elle a une responsabilité, elle en tant qu'entreprise, pour former ses salariés. Ce qui va l'intéresser, si vous n'êtes pas sur la totalité des compétences en phase avec les attendus, c'est tout ce que vous pouvez apporter en dehors de ce qui est attendu. Et c'est vrai que dans le cadre du bilan de compétences, vous allez travailler tout ça, hein, valoriser votre expérience, bien identifier ce que vous êtes capable de faire et voir comment vous pourrez les transférer. Et comme disait Agnès, c'est des choses que vous allez pouvoir valoriser en entretien. Vous serez beaucoup plus à l'aise pour valoriser tous ces éléments-là en entretien. Alors on avait fait le choix de vous parler de ces 2 dispositifs en premier, puisqu'effectivement il s'agit de l'accompagnement sur le projet. Et ensuite vous avez tous les dispositifs que vous allez pouvoir mobiliser, hein, vous pouvez en faire une articulation d'ailleurs, qui vont vous permettre de financer en fait la formation. Hein. Donc vous avez la possibilité de mobiliser le compte personnel de formation, donc je pense que tout le monde connaît plus ou moins le CPF, vous avez tous reçu 50 000 SMS en disant... ouais. Hein, vous savez que c'est monétisé, que vous avez la possibilité de effectivement mobiliser votre CPF pour entrer en formation. Hein. Ce sont des formations qui sont certifiantes, qui vous permettent d'acquérir un diplôme, un titre professionnel, et qui voilà, pourraient vous permettre effectivement de financer le projet de formation. Vous avez également ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Donc ça, c'est un dispositif un peu différent. La démarche est un petit peu différente, mais elle vous permet également, elle permet en fait à toute personne de pouvoir obtenir une certification, hein, si elle justifie d'une expérience d'1 an en rapport avec l'activité, bien sûr, en rapport avec son activité. Donc c'est une démarche un petit peu différente, puisque là, vous n'allez pas suivre une formation avec un formateur qui va dispenser un enseignement. Là, vous allez plutôt partir de votre expérience pour démontrer que vous avez bien eu toutes les compétences requises par rapport au diplôme que vous voulez valider. Donc ça aussi, c'est une démarche qui est un petit peu difficile, mais qui est très riche pour les personnes, parce qu'en règle générale, quand elles ont terminé de faire cette démarche-là, elles ont vraiment une très bonne connaissance de leurs capacités, de leurs compétences, de leur savoir-faire, être, enfin, tous ces éléments qui sont très importants au moment où vous allez être en situation d'entretien et vous allez devoir valoriser vos expériences. Donc la validation des acquis de l'expérience, vous avez la possibilité de financer l'accompagnement via le CPF et aussi via le plan de via l'OPCO aussi. On a une enveloppe qui est dédiée voilà, pour les salariés. Je ne sais pas si oui, vous avez des questions ? Employés enfin, qui embauchent, qui poursuivent un plan de formation en tant que salarié. Alors oui,
En France, une entreprise qui a un salarié est obligée de cotiser pour la formation. C'est obligatoire. Et la France, les entreprises ont une responsabilité. Si elles ne forment pas leurs salariés, elles peuvent être pénalisées. Je prends un cas extrême. Pendant 20 ans, je visse des boulons sur une chaîne de montage. Mon entreprise ne me forme pas. Elle ferme la porte parce que c'est délocalisé en Roumanie. Si je suis collaborateur, je peux attaquer mon entreprise en disant moi j'ai vissé des boulons toute ma vie, je ne sais pas faire autre chose. C'est l'entreprise qui est responsable et le collaborateur gagne. C'est un exemple un peu basique, hein. Mais l'entreprise, elle a une responsabilité à former ses salariés. C'est une obligation pour une entreprise de former ses salariés. Donc la réponse est oui. En plus, elle a un budget pour ce faire. Mais je vais vous donner un petit tips. Depuis le premier mandat de notre président, le focus était de faire baisser le taux de chômage. Pour faire baisser le taux de chômage, il faut que les demandeurs d'emploi rentrent en emploi. Du coup, toutes les cotisations que les entreprises versaient pour la formation professionnelle, ils se sont un petit peu déviés, non pas pour former les salariés, mais pour former en amont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, elles peuvent bénéficier d'accompagnement financier lorsqu'elles recrutent. Et lorsqu'elles recrutent des personnes qu'elles forment avant qu'ils soient salariés. Pourquoi l'alternance a fait un tel boom? L'objectif, c'est 1 million d'alternants d'ici la fin du quinquennat, avec des aides financières de 8 000 € pour une entreprise qui recrute un jeune en alternance. Alors évidemment, on est passé à des chiffres et des progressions qui sont extraordinaires. Mais c'est la même chose pour les personnes qui ne sont pas en alternance et qui sont un peu plus expérimentées. Si la personne est en formation avant de rentrer dans l'entreprise, alors l'entreprise peut toucher des bonus et avoir de l'accompagnement financier. Donc la réponse, elle est positive à 2 titres. Une fois que vous êtes dans l'entreprise, oui, l'entreprise va former le salarié pour obtenir les compétences attendues, et même de manière préférentielle, juste avant de rentrer dans l'emploi et dans l'entreprise, parce que les fonds sont plutôt dédiés sur les personnes qui sont en recherche d'emploi. Oui? Vous parlez souvent, quand vous avez dit jeune alternant. Après 50 ans, on a des chances d'être alternant. Bien sûr, on a des chances d'être en alternance. Dans mon équipe, j'ai recruté il y a 3 mois 2 collaboratrices qui ont 47 et 36 ans, une qui faisait du courtage en assurance. Aujourd'hui, elle est conseillère formation. Elle va dans les entreprises pour l'aider à monter des projets de formation pour les salariés à recruter. Et je l'ai formée, enfin on l'a formée, Sophie a contribué, pour parvenir au niveau attendu. Et elle est en alternance. Elle a la moitié de son temps où elle travaille sur le juridique, les RH, les lois sur la formation professionnelle, les demandeurs d'emploi, etc. Et elle a une partie où elle est en production directement sur son métier. Je me permets d'insister parce que j'ai entendu dire que les entreprises sont un peu réticentes. Après 50 ans, elles préfèrent avoir des alternants jeunes. Alors, il y a une question de salaire aussi. Oui. L'alternance, au sens strict, c'est un pourcentage du SMIC en fonction du niveau du diplôme. Il y a 2 types d'alternance. Il y a l'alternance, je vais à l'école et j'acquiers mon diplôme. Et effectivement, on est plutôt dans le cadre de personnes plus jeunes parce que l'entreprise pré-recrute et elle a un vivier de candidats à garder ou à ne pas garder. Il y a l'alternance qui concerne l'entreprise. L'entreprise détient des compétences, a un métier qui lui est spécifique, comme notre métier à nous. Directeur de crèche, par exemple. Il n'y a pas de formation pour être directeur de crèche. Donc, alors on est loin de notre secteur d'activité. Donc, les entreprises de crèche, elles disent, il n'y a pas de diplôme, donc comment je fais pour prendre quelqu'un qui est étiqueté directeur de crèche? Soit je le débauche, soit il a d'autres compétences et je vais le former. Et là, l'entreprise devient formatrice. Et elle peut dire, moi, entreprise, je fais de l'alternance. La moitié du temps, mon collaborateur, je le forme, avec un programme de formation. Je ne suis pas une école, mais je suis une entreprise qui le forme. Et la moitié du temps, il est sur son poste de travail. Et en plus, quand elle le forme, elle va taper à la porte des financeurs de la formation, comme nous, l'OPCO Atlas, et elle dit je suis entreprise formatrice, j'ai formé 3 jours sur 5 un nouvel entrant, alors je veux que vous me financiez le temps passé à former mon nouvel entrant. Donc pour des personnes qui sont en reconversion, l'alternance est intéressante. Là où vous avez raison, c'est moins intéressant financièrement si on parle des aides d'État, parce que jusqu'à 29 ans, si vous avez plus de 29 ans, l'entreprise ne touche pas le bonus que donne l'État au recrutement de l'alternant, qui est aujourd'hui de 6 000 € par an.
si vous avez plus de 29 ans, si l'entreprise vous forme, elle peut quand même demander à être payée pour le temps passé à vous former. Oui ? Et nommément dans le secteur bancaire, par exemple, est-ce que vous avez des exemples de banques qui sont proactives justement sur ces embauches et qui forment en parallèle des personnes? Oui. Parce qu'elles n'affichent pas explicitement sur leur site et enfin, c'est pas très... Elle l'affiche pas explicitement. Tout dépend des métiers. Sur les chargés de clientèle, il y a, on pourra en parler juste après, une banque que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, le siège d'une banque donc nationale en Ile-de-France, elle prévoit d'embaucher 450 chargés de clientèle. Alors c'était des chargés de clientèle en 2023, en priorisant les personnes qui sont en seconde partie de carrière. Elle a une partie de jeunes alternants qui font les études bancaires classiques et elle recherche des personnes qui ont d'autres expériences. Et en seconde partie de carrière, je pourrais vous donner, échanger les coordonnées pour leur faire passer. On va faire un événement avec eux dans peu de temps sur le sujet. En tout cas, les entreprises, par rapport aux branches qu'on couvre, enfin les secteurs d'activité qu'on couvre, forment énormément. Parce que ça évolue beaucoup. C'est une manière pour ces entreprises aussi de fidéliser les personnes. Donc ils sont beaucoup sur la démarche de former quand même leurs salariés. Hein. Oui, monsieur ? Oui, vous aviez dit tout à l'heure que les entreprises avaient une enveloppe pour former. Mais Oui. est-ce que c'est des formations qualifiantes? Pas forcément. Si la branche professionnelle donne des bonus en disant ben moi je mets tout en fait les enveloppes qu'ont les entreprises, ça passe par les branches professionnelles. Les branches professionnelles, alors c'est un peu les représentants, c'est comme une fédération dans le foot. Ben voilà, il y a les représentants de la banque, les représentants de l'assurance, etc., etc. Elles décident des priorités et ces priorités de financement, elles sont décidées au regard des besoins en emploi. Donc si elles disent je veux absolument de la cybersécurité, donc je mets sur l'enveloppe financière qui m'est dédiée moi à la branche professionnelle, je mets le paquet sur la cybersécurité, donc je vais bien financer ces formations-là, ou bien je vais bien financer les formations certifiantes. Quand d'autres vont dire, ah ben non, moi, dans la banque, justement, je préfère avoir financé des formations qu'on dit transverses, pour lesquelles il va y avoir des profils transverses. Donc ça dépend des branches professionnelles. Alors, les deux autres possibilités de formation. Alors, vous avez également le projet de transition professionnelle qui s'adresse effectivement aux salariés qui sont en CDI, CDD, intérimaires, intermittents du spectacle, sous condition d'ancienneté, puisqu'effectivement, il faut que vous puissiez remplir les conditions. Et là, vous avez la possibilité de faire une demande, donc de constituer un dossier pour faire une demande de financement sur une formation, et également sur le maintien de la rémunération. Donc c'est un très beau dispositif que vous pouvez mobiliser dans le cadre d'un projet de reconversion et qui vous permet de pouvoir tranquillement, sereinement, pouvoir faire votre formation en ayant effectivement un maintien de votre rémunération. Alors souvent, notamment dans le cadre du CDI, vous avez quand même une autorisation qui doit être demandée donc à l'employeur, bien évidemment, qui vous autorise à vous absenter pendant ce temps de formation. Et voilà, c'est un beau dispositif aussi que vous pouvez mobiliser et qui vous permettent plus sereinement de trouver les financements et le maintien de la rémunération pendant ce temps de formation. Pour le dernier, si tu veux bien, Sophie, les formations pour les demandeurs d'emploi, c'est ce que j'évoquais. Les branches professionnelles décident de métiers dont elles ont besoin. Donc, elles demandent à Pôle emploi de former des personnes dans la comptabilité, dans le chargé de clientèle, si je reviens sur ce métier-là dans la banque. Donc Pôle emploi a un programme qui s'appelle des préparations opérationnelles à l'emploi. La région Île-de-France a un programme qui s'appelle des préparations opérationnelles à l'emploi. Et l'OPCO, donc le financeur que nous sommes, a un programme qui s'appelle des préparations opérationnelles à l'emploi. Et les thématiques de ces formations sont déterminées par les branches professionnelles et donc les entreprises qui disent « Ah ben moi, cette année, je vais avoir besoin de collaborateurs comptables, donc je voudrais que vous me fassiez, Pôle emploi, la région Île-de-France et les OPCO, X formations. Et derrière, je vais les embaucher. » Donc du coup, quand on n'est pas encore dans l'emploi, on peut être formé avec une entreprise derrière qui va venir nous capter juste à l'issue de la formation. Du coup, on vous a mis ici les liens, le CPF, le PTP, donc le projet de transition professionnelle, à nouveau le CPF, tiens, la VAE,
la POC, la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc ça, c'est sur notre site, parce que nous couvrons les secteurs qu'on a vus, qu'on a évoqués, mais tous les autres OPCO, on est 11 OPCO par secteur d'activité. Il y en a un pour la santé, il y en a un pour l'industrie, etc., etc. Ont tous sur leur site des programmes de formation en amont de l'emploi et l'offre de formation de Pôle emploi et de la région Île-de-France qui s'appelle le PRFE. On aime beaucoup dans la formation les acronymes, on adore. Et on vous a mis aussi sur le côté gauche 4 sites que chacune des branches professionnelles a développés. Alors, c'est plus une entrée jeune. C'est quels sont les métiers dans la banque, quels sont les métiers dans l'assurance, quelles compétences faut-il faire, quelles sont les écoles qui y préparent, quelles sont les offres d'emploi en alternance pour les jeunes qui sont disponibles, etc., etc. Mais ça donne un bon panorama de l'ensemble des métiers dans le détail. On n'a pas trop parlé des métiers, mais un géomètre expert, qu'est-ce qu'il fait un géomètre expert? Alors, c'est les messieurs qui sont avec le gilet jaune dans la rue, pas qui cassent les vitrines, hein, qui mesurent des distances. Ces gens-là, ils doivent être techniciens parce qu'ils doivent connaître les mesures, mais ensuite, ils vont parler à la mairie, à l'architecte pour la construction du bâtiment. Donc, il y a plein de compétences associées. Et vous aurez sur le site J'investis l'avenir tous les métiers relatifs à la banque et à la finance. J'assure mon futur, les métiers de l'assurance. Je compte les métiers de l'expertise comptable et du commissaire aux comptes. Et concepteur d'avenir, ça va reprendre le numérique, l'événementiel, le conseil. Et le 4e, le numérique, l'événementiel, le conseil. Et le 4e, et l'ingénierie. Voilà, et j'avais mis une petite slide comme ça hier parce que ça m'a fait rire. Alors, je ne sais pas comment vous le prendrez, mais si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. En gros, si on change, c'est pour avoir autre chose. Si on ne change pas, on restera dans la situation, qui n'est pas une mauvaise situation. Mais changer, pourquoi faire, en fait? Je ne sais pas si ça vous inspire, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Merci, puis on est disponible si vous voulez un peu échanger sur le sujet. Merci de votre participation.